Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine de rentrée s'est bien passée pour vous. Alors, en ce beau dimanche, on va parler en fait d'un sujet intéressant, le Bitcoin, mais surtout la DeFi, et surtout comment est-ce que les baleines vont vous tondre. Alors quand je dis ça, bien évidemment, c'est comment est-ce que les baleines manipulent les marchés, créent des projets, utilisent des projets qui ne valent absolument rien pour s'enrichir énormément au détriment en fait de beaucoup de petits qui vont croire à des choses, qui vont se lancer, acheter des choses, utiliser en fait des services et se faire tondre comme des moutons. Donc on va un petit peu parler de tout ça. Alors rapidement sur le Bitcoin, j'ai déjà partagé, je crois lors de mes 2 dernières lettres d'investissement, que moi je voyais un Bitcoin plus baisser sur les niveaux actuels. On était quand même sur une belle zone de résistance, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Ceux qui veulent s'inscrire pour recevoir ma lettre d'investissement, la prochaine sera envoyée dès, pas ce lundi, mais le lundi encore d'après. Donc d'ici une semaine, n'hésitez surtout pas pour ne pas la rater. Inscrivez-vous, le lien est juste dans la description. Donc par rapport au Bitcoin, honnêtement, rien de bien surprenant. Ce qui aurait été beaucoup plus surprenant, ça aurait été justement que le Bitcoin casse sa zone de résistance et reparte encore faire des nouveaux plus hauts. Ça aurait été plutôt surprenant. Ça m'aurait pas déplu. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Alors là, on va beaucoup plus parler en fait de la DeFi et notamment d'un sujet que j'avais déjà un petit peu commencé à traiter qui s'appelle le yield farming. Donc vraiment en fait le fait en fait de générer des rendements extrêmement importants en utilisant tous les moyens qui existent aujourd'hui, tous les outils qui n'arrêtent pas en fait de se développer. Bon, j'avais justement fait une vidéo par rapport à ça qui était vraiment détaillée en fait sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Là, on va plus parler en fait des dérives de la DeFi et des dangers auxquels il faut absolument faire attention si vous êtes investi dans des projets de la DeFi, si vous avez mis dans des pools de liquidité, si vous avez prêté ou emprunté en utilisant les services de la DeFi, vraiment, regardez cette vidéo, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de projets qui, à mon sens, doivent être absolument évités. Alors, déjà, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe par rapport à la DeFi et les comportements humains, parce que c'est que des comportements humains qu'on a actuellement. Et pour ça, je vais faire un petit parallèle avec le phénomène ICO qu'on a pu avoir en 2016, mais plus 2017 et 2018. Bon, les ICO, je ne vais pas forcément revenir dessus, c'était un moyen de lever des fonds en vendant un token. Et en gros, on a eu du tout et du grand n'importe quoi dans ces projets-là. Pourquoi ? Parce que vu qu'il n'y avait aucune régulation et personne ne pouvait vérifier quoi que ce soit, tout le monde pouvait créer des tokens, tout le monde pouvait créer un site en achetant un nom de domaine, un template déjà en fait déjà fait, créer un token en 2 clics et on va dire un matin il se levait, il faisait un petit livre blanc et il faisait une ICO. Voilà, et ça levait en fait des millions et des millions. Pourquoi ? Parce que tous les projets voulaient tous révolutionner en fait le monde. Donc tout le monde était ultra enthousiaste, c'est magnifique, les cryptos, ça va changer le monde, etc. Bon, si aujourd'hui on regarde quelques années après, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Il y a eu quelques gros projets effectivement qui ont fait des ICO, qui ont plutôt bien profité, qui ont pu lever des fonds pour développer un très gros projet. On pourrait citer Ethereum par exemple, là, ça a été l'une des premières ICO et l'une des plus lucratives également, mais à cette époque, il n'y avait pas grand monde pour justement en parler. Ensuite, comme autre très gros projet, on pourrait citer par exemple Binance qui a été créé grâce à une ICO, même Crypto.com, donc qui s'appelait auparavant Monaco, a été créé en fait par une ICO. Donc ça reste des projets en fait qui sont aujourd'hui parmi les top projets. Voilà. Donc la plupart, on va dire, de tous ces projets-là ont été créés par une ICO. Mais là, on parle de quelques projets que je peux compter sur les doigts d'une main. D'accord ? Il y a eu combien d'ICO qui ont été créés ? Il y en a eu des milliers. Il y a eu des milliers d'ICO qui ont eu lieu. Énormément de personnes en ont entendu parler. Certaines ont levé des fonds extrêmement importants. Et c'est pas pour autant que les projets qui ont levé le plus de fonds ont aujourd'hui réussi à délivrer des produits qui sont utilisés et qui sont intéressants. Absolument pas. Si on regarde par exemple Ethereum et Binance, ils n'ont pas levé beaucoup de fonds. Ils ont levé quelques millions. D'accord ? Donc, c'est pas du tout la somme qui est investie qui compte. On a également aujourd'hui le projet, le Polkadot, qui est de nouveau une blockchain, un concurrent d'Ethereum, qui avait fait une ICO qui était pour le coup extrêmement importante. Bon, il y a eu pas mal de débâcle, on va dire. Il y a eu des fonds qui ont été bloqués, etc. Bref, je ne vais pas revenir par rapport à ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi, mais c'est un projet qui est assez intéressant parce que
il a fait son apparition tout de suite dans le top 10 par rapport à la market cap. Et de nouveau, c'est un projet qui a été financé par une ICO il y a de cela quelques années. Donc, qu'est-ce qui a attiré les gens dans les ICO? Le rendement, d'accord? Le rendement, les plus-values, parce que ça rapportait, plutôt les plus-values, pardon, et pas le rendement, les plus-values parce que ça rapportait énormément. On pouvait acheter une ICO, on attendait quelques semaines, boum, c'était listé sur les fameux Cryptopia, etc. en premier, hein, Cryptopia, IDEX, etc. Et dès que c'était listé sur les plus grosses plateformes, là, c'était l'effervescence, l'explosion, ça prenait un x50, un x100, et on se prenait en fait pour des cadors de l'investissement en se disant, c'est bon, j'ai réussi à investir dans ce projet, ouais, il est magnifique, etc. Alors que si on regarde aujourd'hui, bon, la plupart de ces projets, ils valent plus rien et ils n'ont rien fait. Voilà. Donc, il n'y avait aucune prouesse à investir en fait dans les bons projets à cette époque parce que, tout simplement, il y a même une étude qui est sortie et qui a démontré en fait que si on avait investi en fait dans tous les projets, eh ben, on serait en positif, on serait en gain. Donc, ça veut tout simplement dire en fait que vu qu'il y a eu tellement de projets qui ont pris de la valeur par rapport à leur prix en fait de vente, que c'était pas du tout une prouesse en fait de bien investir. Il suffisait juste en fait d'avoir un tout petit peu de chance et encore même pas et d'investir un petit peu là où on pensait que ça allait exploser et tout explosait en fait. Donc il n'y avait aucune prouesse par rapport à ça. C'est ça en fait qui a attiré les gens. C'est vraiment le fait en fait de voir des plus-values hors normes, des gains vraiment énormes, hein, des gains énormes en mettant des sommes au début de quelques centaines, voire quelques milliers pour certains d'euros. Donc c'est principalement ça en fait qui a attiré les gens, c'est pas le reste, hein, c'est pas la technologie, c'est pas l'aspect révolutionnaire ou tout ce que vous voulez, c'est juste les gains, d'accord, l'appât du gain, voilà, principalement. Ensuite, il faut comprendre que personne ne comprenait quoi que ce soit au projet. Ça aussi, il faut bien le comprendre. La plupart des gens qui investissent en fait dans les ICO, ils lisaient rapidement la première page du white paper, si encore ils le lisaient, si encore ils savent ce que c'est. Ils regardaient rapidement le site, ils veulent faire ça, c'est génial, c'est un Ethereum killer, allez boum, je vais investir. Voilà, ça n'allait pas en fait plus loin. Donc oui, tout explosait. Donc honnêtement, vous avez eu raison. Pourquoi se prendre la tête à analyser en fait des projets si tout explosait? Honnêtement, ça sert absolument à rien, c'est une perte de temps. Donc là, je suis d'accord par rapport à ça. Sauf que ne gardez pas les projets, d'accord? Dès que ça prend beaucoup de valeur, vous les vendez et vous passez à un autre. Malheureusement, beaucoup ont juste conservé en fait les projets parce qu'ils n'avaient aucune idée en fait de concrètement de qu'est-ce qu'ils conservaient et de l'utilité même du token et du projet. Donc, il y a eu toute une vague de personnes ensuite qui ont profité en fait de ça. C'est-à-dire que les premières ICO étaient plutôt des gros projets qui, par exemple, en 2016, allez, début d'année 2017, on a eu quand même des très très belles ICO. Mais après, tout ce qu'on a eu en 2018, honnêtement, la plupart, c'était que des projets en fait qui venaient profiter de la hype et de la vague ICO pour lever des fonds, mais sans aucune véritable justification d'une émission en fait d'un token. Bon, bref, là je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais par rapport au yield farming, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement le même comportement. Pourquoi? Qu'est-ce qui attire les gens? On va pas être naïf, d'accord? C'est l'argent. L'argent, l'argent et l'argent. Le rendement. Donc là, on ne parle pas de plus-value, on parle de rendement parce que grâce à la DeFi, grâce au yield farming, on peut mettre son argent, mettre ses cryptos dans des pools de liquidité, dans des plateformes de prêt et recevoir un intérêt plus des tokens. Et en plus de ça, on peut maximiser tous les rendements en prenant de l'effet de levier. Bref, il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est pour maximiser au maximum le rendement. Donc, qu'est-ce qui attire les gens? C'est pas les projets. D'accord, en tant que tel, c'est pas l'utilité même du projet, c'est juste l'argent. D'accord, que ça. Il y a que ça qui attire aujourd'hui les gens. Il faut pas être naïf par rapport à ça. Ensuite, qui est-ce qui analyse les projets aujourd'hui? Personne. Qu'est-ce que regardent les gens? Le rendement. Plus le rendement est important, plus les gens vont aller dedans. Je vais vous montrer en fait des projets après avec des rendements qui dépassent l'entendement et je peux vous assurer que ça n'effraie pas les gens. D'accord, ils y vont. On parle de rendement de plusieurs milliers de pourcents. D'accord, de rendement, d'accord, ce qui dépasse toute logique, d'accord. Mais les gens ne réfléchissent pas aussi loin, ils vont juste se dire rendement 10 000%, ok super, je prends mes Ethers et je les fous là-dedans. Et on va pas aller chercher plus loin, on va juste partir du principe que les cryptos c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est un monde magique, donc boum, on y va. Donc personne comprend rien en plus de ça. C'est-à-dire que même ceux qui veulent essayer en fait de comprendre, est-ce que vous avez déjà essayé en fait de lire un livre blanc d'un projet de la DeFi? On n'y comprend mais absolument rien, c'est même pas un vrai livre blanc, c'est un document technique en fait. C'est un document technique dans lequel il n'y a que de la technique, on n'y comprend absolument rien, sauf les développeurs et les personnes qui développent sur, on va dire, sur Ethereum, sur le langage
Solidity ou qui font des algorithmes peuvent à peu près comprendre ce qu'ils disent, mais concrètement, sinon, j'ai envie de dire, personne n'y pipe rien. Donc personne n'y comprend rien, mais ça n'empêche pas les gens en fait d'investir. Donc vous voyez que, de nouveau, comme pour les ICO, on s'en fout. Personne n'a appris quoi que ce soit. On va dire, on recommence les mêmes comportements qui sont des comportements humains dès qu'il y a de l'argent à se faire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il y a plein de projets qui arrivent et qui ont l'air de délivrer pas mal qui ont l'air d'intéresser beaucoup de monde? Eh bien, il y a toujours les profiteurs. Toujours les profiteurs qui vont arriver, comme pour les ICO, et qui vont créer un projet qui a un copier-coller d'un copier-coller, en fait, par exemple, d'Uniswap. Aujourd'hui, des projets, en fait, comme Uniswap, ou des copier-coller, il en existe, mais à l'appel. Et ça va toujours plus loin, toujours plus dans l'extrême en termes de rendement. Et bien sûr, chaque projet va émettre son propre token. Donc, bien évidemment, on sait pourquoi. Pour gagner du pognon, tout simplement. Faut vraiment arrêter ce déni en fait de croire que tous ces projets-là en fait veulent juste améliorer le projet en fait d'origine, d'accord. On prend le projet, on en fait un nouveau, on remet un nouveau nom, on change un petit paramètre et c'est bon, c'est un nouveau projet. Non mais arrêtons les conneries s'il vous plaît, d'accord, arrêtons les conneries. C'est juste des personnes qui profitent parce que bien évidemment que la plupart des gens aujourd'hui sont intéressés par quoi? Par le pognon, malheureusement. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce que pour moi, le phénomène ICO et le phénomène DeFi avec le yield farming, c'est des comportements qui sont extrêmement similaires. Donc, la finalité, je pense que vous la connaissez, et ben ça va se finir exactement de la même manière. Donc déjà, en fait, moi, ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est les projets de la DeFi, pourquoi pas, le farming, pourquoi pas, sur du court terme, surtout pas sur du long terme. Et c'est ce que font les gros. Hein. Les gros, croyez pas en fait qu'ils vont rentrer là-dedans pour plusieurs mois ou plusieurs années. Eux, ils rentrent quelques jours, quelques semaines, avec des gros capitaux, ils se gavent et ils ressortent parce qu'ils ne sont pas dupes et ils savent très bien en fait qu'il y a des risques qui sont extrêmement élevés. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les applications de la DeFi, en fait, ça ne date pas d'hier. J'ai envie de dire, c'est pas nouveau, d'accord? Donc là, on a l'impression que c'est nouveau, mais en fait, tous les projets tendances d'aujourd'hui, il y avait déjà en fait des semblants de projets qui faisaient à peu près la même chose et qui existent depuis déjà plusieurs années. Par exemple, si on prend l'exemple des pools de liquidité, on peut prendre le projet 0x ou le projet Kyber Network. J'ai envie de dire, ça fait des années qu'ils existent et il n'y a pas de révolution dans les nouveaux projets aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est une évolution, d'accord? Mais c'est pas du tout une révolution, ça existait en fait déjà. Pareil, dans les DEX, aujourd'hui tout le monde parle de Uniswap. Les gars, on va redescendre un petit peu sur terre. Uniswap, il n'y a rien de révolutionnaire encore dans ce projet-là. Il y avait déjà en fait des DEX qui existaient. Il y avait IDEX, qui est un DEX qui est semi-décentralisé pour justement ne pas avoir les problèmes de frais de transaction sur Ethereum, chose qu'on a aujourd'hui sur Uniswap. Il y a Binance DEX, alors on peut un petit peu critiquer l'aspect décentralisé, mais Uniswap, parlons d'Uniswap, d'accord? Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la plateforme ultra tendance sur laquelle tout le monde va, d'accord? Alors juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, quand c'est Coinbase, d'accord, qui applique des frais de 0,5%, ça choque tout le monde et tout le monde gueule. Quand c'est Uniswap qui applique des frais extrêmement importants, personne ne se plaint, c'est normal, c'est la DeFi, c'est magnifique. Non, on va redescendre un petit peu sur terre. Uniswap, 0,30% de frais pour les pools de liquidité. Donc ça veut dire plus que sur Binance, plus que sur la plupart en fait de toutes les plateformes. Rien que le frais que vous donnez au pool de liquidité, il est plus important. Et c'est pas le seul frais. Il y a ensuite le slippage. Donc il faut comprendre que sur Uniswap, on n'a pas de carnet d'ordre. En fait, quand vous achetez, je pense que ceux qui l'ont fait, vous le savez, vous ne pouvez pas exactement savoir à quel prix vous allez acheter. Donc, il y a un slippage, il y a un écart qui est possible entre le prix auquel vous voulez acheter et le prix réel moyen d'achat. En général, il va être un tout petit peu plus élevé. Plus vous allez vouloir acheter, plus le slippage peut augmenter en fonction du pool de liquidité et de la liquidité qu'il y a en fait dedans. Donc, c'est un pourcentage qu'il faut également prendre en compte. Et ensuite, j'ai envie de dire pas des moindres, les frais Ethereum. Uniswap, c'est un DEX. Là, pour le coup, c'est complètement décentralisé. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une opération, il y a une transaction. Cette transaction, elle est extrêmement lourde. Donc, vous le savez, en fait, que les frais sont basés par rapport à la taille de votre transaction dans un bloc. Donc, si la transaction, elle est lourde, vous paierez vachement de frais. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, par rapport à la valeur, en fait, que vous allez transférer, bien que ça peut engendrer une taille de transaction plus élevée sur une grosse transaction, mais ça, c'est pas sûr. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que les frais sont forcément importants sur Uniswap, surtout en ce moment avec les frais sur la blockchain Ethereum qui ont beaucoup augmenté. Donc, à peu près aujourd'hui, on est à 30%, non pardon, $30, hein, $30 en fait de frais. Donc,
Pour faire juste un swap, aujourd'hui, on paye 0,30% au pool de liquidité, plus le slippage, plus 30 $ au réseau Ethereum. Voilà. Et ça choque personne de payer aussi cher et ça n'empêche pas les gens en fait d'utiliser Uniswap. Donc moi honnêtement, je préfère largement passer par Coinbase, par FTX, où les frais ne seront même pas de 0,10% au total pour acheter une crypto, plutôt que de payer une fortune pour en passant par Uniswap. Donc qui est-ce qui s'engraisse en fait dans l'histoire? Il y a des gens qui s'engraissent. Ne croyez pas en fait que décentralisation rime avec équité, partage ou tout ce que vous voulez. Les pools de liquidité, c'est eux qui se gavent, d'accord 0,30%. Et c'est pas pour rien qu'il y a autant de personnes qui aujourd'hui mettent des fonds dans les pools de liquidité, parce que ça rapporte. Clairement, ça rapporte. Les pools de liquidité, de nouveau, c'est pas un truc nouveau. Ça date pas d'hier en fait. C'est ce qu'on appelle les market makers en finance traditionnelle. Donc les market makers sont les personnes qui apportent la liquidité dans les carnets d'ordre. Ça existait avant, ça existe toujours sur Binance, sur FTX, sur toutes les grosses plateformes. Il y a des market makers qui vont mettre de la liquidité dans les carnets d'ordre et ils vont se rémunérer grâce au spread, à l'écart de prix entre le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible. Donc le bid et le ask en anglais. Donc les market makers sont des gros qui ont des gros portefeuilles, ça peut être des boîtes, qui vont mettre plusieurs millions pour remplir les carnets d'ordre et ils vont gratter quelques micro-pourcentages par-ci par-là. Donc c'est très peu risqué en fait de le faire, ça apporte de la liquidité et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui sur Uniswap et dans tous les pools de liquidité, il y a tout un tas en fait de gros qui arrivent à coup de milliers en fait d'Ether et qui vont récupérer beaucoup de pognon pour le coup. Donc Uniswap, d'accord, il y a un côté révolutionnaire dans le sens où c'est hyper simple, on prend son Ledger, son MetaMask et boum, on fait un swap, on achète, mais les frais sont extrêmement importants et les pools de liquidité se gavent littéralement et ils se gavent beaucoup plus en fait que les plateformes d'échange centralisées parce que c'est beaucoup plus cher en termes de frais. Donc vous comprenez bien que pour moi Uniswap, je vois l'intérêt en fait, l'unique intérêt d'Uniswap aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on peut trader n'importe quel token ERC20 sur la blockchain Ethereum. Effectivement, s'il y a un token qui est listé nulle part, s'il y a de la liquidité, on peut l'acheter sur Uniswap. C'est le seul intérêt, à mon sens aujourd'hui, de pouvoir acheter un token avant qu'il soit listé sur une autre plateforme. Voilà. Donc ça peut justifier en fait les frais. Mais c'est que ça. Mais aujourd'hui, quand je vois les volumes, il y a énormément de tokens qu'on peut acheter sur des plateformes centralisées qui sont disponibles partout, qu'on continue quand même à acheter sur Uniswap alors qu'on paye des blindes, une blinde en termes de frais de transaction. Donc ça, moi, j'arrive pas trop à comprendre, mais je pense que les gens, en fait, de nouveau, ils n'y comprennent rien. Uniswap, ils y vont, ils payent les frais sans même pas savoir ce qu'ils payent, et ils sont contents. Peut-être, en tout cas, ça engraisse, qui ça, les pools de liquidité. Donc, l'engouement, il est en train d'exploser. Littéralement, il est en train d'exploser sur la DeFi, bien que pas grand monde n'y comprenne quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est magnifique. Il y a des rendements. Tous les nouveaux tokens, ils n'arrêtent pas d'exploser. Donc les gens sont excités, ça excite les gens. Ils gagnent de l'argent. Voilà. Il y a tout le phénomène, tous les mouvements, on va dire, psychologiques qui fait que en fait, les choses peuvent exploser et on peut vraiment partir en bulle. Même si, à mon sens, dans la DeFi, la bulle a déjà bien commencé. Donc, l'engouement, il a commencé, j'ai envie de dire, à peu près avec le projet Compound et l'émission du token le Camp. Donc, en gros, Compound, je pense que vous connaissez, j'ai déjà présenté un petit peu le projet, c'est l'une des plus importantes aujourd'hui plateformes de prêt qui est soutenue par les plus gros comme Coinbase Venture, Pantera Capital, etc. Donc, vraiment des gros fonds. Et c'est l'un des projets en fait les plus legit aujourd'hui pour emprunter et pour prêter de manière décentralisée. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines ou quelques mois, le temps passe vite, ils ont émis en fait un token, donc le Camp Token. C'est un token de gouvernance, donc c'est un token qui sert aux détenteurs de ce token-là en fait de pouvoir voter pour les futures mises à jour en fait de Compound. Voilà. Et ce token-là, ils l'ont distribué à toutes les personnes qui vont utiliser la plateforme. Donc ça veut dire qu'ils vont soit apporter de la liquidité, soit qu'ils vont emprunter. Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une dérive, comme toujours en fait, dès qu'il y a un petit peu d'argent à se faire, le token a pris beaucoup de valeur et par rapport à la redistribution, en fait, ça devenait extrêmement intéressant d'utiliser les services de Compound pour recevoir uniquement le token. Donc ça veut dire que tout le monde s'est mis à utiliser, à emprunter en fait sur Compound, à prêter sur Compound uniquement pour recevoir le token, non pas en fait parce qu'ils avaient un quelconque intérêt à emprunter ou à prêter, juste pour recevoir le token. On pouvait même faire un effet de levier, et on peut toujours le faire, hein. On peut même faire un effet de levier, ça veut dire que on peut très bien déposer en fait de l'USDC, emprunter du DAI pour faire un effet de levier et prêter également
les DAI qu'on a empruntés. Donc ça fait un petit effet de levier pour maximiser en fait le rendement et les comp tokens que vous allez recevoir. Bon, jusque-là tout va bien. Il y a eu une petite dérive à un moment où vraiment c'était hyper intéressant de le faire. Donc ils ont voté pour un petit peu changer le modèle de distribution du comp token. Mais jusque-là tout va bien. Maintenant, on est arrivé sur une dérive où tous les projets font pareil. D'accord, donc tous les projets font comme Compound. Ça veut dire ils font des plateformes sur lesquelles on peut prêter, emprunter et apporter de la liquidité. Où on peut également récupérer donc le token de la plateforme. Et ça va même encore plus loin parfois, où carrément les plateformes vont tokeniser d'autres tokens. Donc par exemple, l'Ether va être tokenisé dans un autre token, par exemple le YETH. Ça peut être également le SETH pour la plateforme Synthetix. Ça peut être le wrap ETH comme le wrap Bitcoin au final. Donc c'est pareil pour le Bitcoin. Donc chaque plateforme aujourd'hui incite à la tokenisation. Ce qui est extrêmement dangereux, parce que je rappelle que quand vous tokenisez un token, ce n'est pas le vrai token, c'est une représentation de ce token. Donc si jamais il y a un problème de liquidité, ne croyez pas en fait que votre token va être simple à vendre. Non, vous n'avez pas en fait de l'Ether. Dans le cas où vous avez par exemple de l'Y, je ne sais pas comment est-ce qu'il prononce en anglais, de l'YEther ou du wrap Ether, si demain il n'y a plus personne qui va acheter ce token-là pour X raisons, pour un problème de sécurité, pour un problème de solvabilité, votre token ne vaut plus rien, d'accord? Donc vous n'avez pas de l'Ether, c'est juste une représentation. Ça c'est vraiment important en fait de bien le comprendre. Et en fait aujourd'hui, on a tout un tas de projets qui offrent des rendements beaucoup plus intéressants qu'avec Compound, parce que Compound en fait c'est un projet qui est extrêmement legit. Là je vais vous mettre juste la capture rapide en fait de Compound, là je vous la mets. Donc c'est un projet qui est bien fait. C'est un beau design et on voit des rendements qui sont cohérents. Par exemple, là, le BAT, on est à 8%, l'USDT, on est à 8%, l'USDC, on est un peu moins à 2%, l'Ether, on est à moins de 1%, donc c'est pas hyper intéressant. Le wrap Bitcoin, pareil, on est à 1%, bref, voilà. Donc là, vous voyez que c'est plutôt cohérent et en fait, les taux varient vraiment tout le temps en fonction de l'offre et de la demande. Rien d'extravagant, rien de surprenant, rien d'alarmant en fait dans tout ça. Maintenant, je vais vous mettre cette capture d'écran. Donc là, tout de suite, on change de contexte. Là, on est sur un site qui, à mon sens, ressemble plus à un jeu vidéo qu'à une plateforme pour emprunter ou pour prêter en fait de l'argent. Donc là, en fait, c'est le projet Cream Finance. Donc, Cream Finance, apparemment, pour eux, c'est un jeu vidéo de prêter des fonds. Et là, on voit en fait que les rendements ne sont pas les mêmes, étrangement. L'USDT, bon, ça rapporte effectivement 6-8%. Mais regardez par exemple le Compound, bon, 35%. Si on prend le Link, 35%. On prend le CRV, 30%. Le Lend, 22%, etc. Donc déjà, là, on est sur des rendements qui sont assez élevés. Mais ça, c'est rien. D'accord? Ça, c'est rien. Ça, c'est encore peanuts. Maintenant, je vais vous mettre d'autres plateformes. On va mettre la plateforme SushiSwap. C'est un copier-coller d'Uniswap. On pourrait même dire que c'est un fork, en fait. Donc c'est un fork, c'est un copier-coller juste. Donc Uniswap, SushiSwap comme Uniswap, ça fonctionne exactement pareil. Il y a un pool de liquidité et c'est pour apporter de la liquidité sur certaines crypto-monnaies. Bien sûr, il y a un token qui a été émis comme à chaque fois, qui là s'appelle le Sushi. Et là, vous voyez des rendements quand même sur les pools de liquidité qui commencent à être assez incroyables. Donc là, on parle de rendements qui sont en milliers de pourcents. C'est pas une erreur, d'accord? On parle bien de milliers de pourcents sur des rendements annuels. APY, c'est rendement annuel. Donc là, tout de suite, on doit se dire, là, il y a un truc qui est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'on peut recevoir autant de rendement? Moi, je veux bien en fait qu'on reçoit 5, 10, 15, 20%. Pourquoi pas? 1500%, là, j'ai envie de dire, ça devrait même pas vous faire peur. Si vous devriez voir ça, vous fermez en fait. Sans même pas parler du design, du nom, de tout ce que vous voulez. D'accord? Ça aussi, ça devrait déjà en fait vous effrayer. Mais là, on est sur des jeux vidéo. D'accord? C'est amusant. La DeFi, ça reste de l'argent, mais on s'amuse avec. Voilà. Donc là, on a SushiSwap avec le token, le sushi qui est farmé, donc qui est distribué à tout va. Et j'ai même vu des personnes qui sur ce type de plateforme, justement des très très gros, se sont gavés. Mais quand je parle, ils se sont gavés, on parle de millions de dollars. Hein. Ça veut dire qu'ils y vont dans ces pools de liquidité durant quelques heures, voire quelques jours, avec 1000, 5000, 10 000 Ethers, et également le Sushi Token qui vont gagner, mais en masse. Ils vont rester dedans quelques jours et ils vont gagner parfois des milliers, des centaines, voire des millions de dollars en token par jour. D'accord? Eux, ils se gavent. Sauf que eux, ils sont pas dupes.
D'accord, ils sont pas cons. Ils vont pas rester longtemps là-dedans. Ils vont rester quelques heures, voire quelques jours. Dès que le token va commencer à prendre un peu trop de valeur, boum, ils vont le vendre. Et en plus, ça, c'est, on va dire qu'il y a tout un écosystème qui permet en fait de pouvoir vendre massivement quand les plateformes se mettent à lister ce type de token-là. Donc, le sushi token a été listé sur Binance. Pourquoi est-ce que Binance le liste? Parce que Binance, il y a un intérêt. Binance, c'est un business. Donc, qu'est-ce qui leur intéresse? C'est les frais, le volume d'échange, parce que qui dit volume, dit frais de transaction, donc dit pognon. C'est un business, d'accord? Donc, eux, ils vont d'abord lister les tokens qui présentent un intérêt auprès de la communauté et qui délivrent et qui vont délivrer un volume qui est très important. Parce que là, ils vont gagner plein d'argent. Et si dans un mois, il faut délister, ils vont délister. Eux franchement, ils s'en branlent. Donc, Binance a dû voir l'engouement par rapport à ce token-là. Il a dû se dire, allez, on va en profiter. Et ça profite également à qui? Aux gros, hein, qui vont récupérer des millions de dollars en sushi token et qui vont pouvoir dumper le token sur Binance. C'est beaucoup plus simple que sur Uniswap, par exemple. Donc, qui est fautif dans l'histoire? Qui est fautif? Moi, j'ai envie de dire, ceux qui sont fautifs sont les personnes qui n'y comprennent rien, d'accord? Qui ne veulent pas comprendre, qui sont naïfs et qui pensent que ça, c'est normal, d'accord? Une personne qui a 10 000 Ethers, qui veut en profiter, mais j'ai envie de dire, tant mieux, vous le ferez. Vous le ferez, vous aussi. Si vous étiez en capacité, en fait, de le faire, vous le feriez. Donc là, ils ont raison de le faire. Ils vont pas le faire longtemps. Ils savent très bien que c'est pas soutenable. Ça va durer juste un certain temps. Et ça excite les gens. Clairement, ça les excite. Et quand ils voient ça, ils sont hyper emballés. Et c'est pas pour rien qu'il y a des centaines de millions de dollars dans les contrats de SushiSwap. Mais là où ça va encore plus loin, c'est quand on regarde un tout petit peu, d'accord, le médium du projet et qu'on voit ça. Donc là, c'est un audit de sécurité qui n'a en fait jamais été fait. En gros, qu'est-ce que là on nous dit, hein, pour ceux qui ne parlent pas trop anglais, on nous dit voilà, bon, écoutez, nous on n'a pas encore fait d'audit de sécurité de nos contrats. Rassurant. Mais on invite. Donc là, ils ont mis en fait quelques sociétés en fait qui s'occupent d'audit des smart contracts. Ils les invitent, d'accord, à auditer les contrats. Et ils vont généreusement leur donner 5 Ethers de leur propre réserve personnelle pour ça. Je ne sais pas en fait dans quel monde ces personnes-là vivent. Donc soit ce sont des adolescents qui n'y connaissent pas encore grand-chose au monde réel. Mais dans le monde réel, c'est pas le client qui décide, d'accord? C'est le client qui fait une demande, qui va avoir un devis, et on va lui dire, voilà, pour auditer en fait tes contrats, c'est tant. Donc là, on vit dans un monde parallèle, où en gros, le client dit, bon les gars, si vous voulez auditer, d'accord, on vous file 5 Ethers. Non mais attendez les gars, on vit dans quel monde? D'autant plus que là, on parle de contrats, dans lesquels on parle, il y a des centaines et des centaines de millions de dollars en crypto, d'accord? Et ils vont payer 5 Ethers pour faire un audit de sécurité. Honnêtement, des fois, je veux dire, il n'y a même pas besoin en fait de creuser pour savoir que ça pue l'arnaque, ça pue le scam à plein nez ou ça pue l'amateurisme ou tout ce que vous voulez. Mais quand même. Et même, il y a un petit warning, attention, les contrats n'ont pas été audités, donc faites quand même attention. Non mais sérieusement les gars, et ça dérange personne. Ça dérange personne parce qu'il y a des centaines de millions de dollars en fait dedans. Pourquoi? Parce que les gens ont une vision extrêmement courte du c'est la DeFi, c'est les cryptos, c'est magnifique, le rendement 1500%, allez c'est parti, j'y vais. Voilà. Et ça va pas plus loin en fait. Donc là honnêtement c'est grave, c'est vraiment grave en fait de mettre autant d'argent en fait dans ces projets-là. Mais c'est pas fini, il y a encore mieux, il y a un autre copier-coller de SushiSwap cette fois-ci, je vous l'ai dit, hein, il y a des copier-coller, de copier-coller, qui fait encore mieux. C'est encore mieux parce que les rendements sont encore plus importants. Et là on parle du projet Kimchi, donc je vous mets la capture, hein, donc de nouveau, hein, croyez pas qu'il y a eu un gros travail de fait au niveau du marketing, au niveau du graphisme, etc. Hein. C'est un jeu vidéo, d'accord? La DeFi, c'est un jeu vidéo, donc on s'amuse. Et donc là, de nouveau, on parle d'un projet qui a 130 millions de dollars aujourd'hui de bloqués en fait dans ses contrats. Le token qui a une market cap de 20 millions de dollars. Et là, je vous mets les rendements, mais là, on dépasse l'entendement, d'accord? On dépasse l'entendement. On est sur des rendements qui vont chercher les 10 000, les 20 000, les 30 000%, et ça choque personne. Il y a 120 millions de dollars là-dedans. Non mais, moi je veux bien, mais arrivé à un moment, là les gars, encore, si on s'amusait avec autre chose que de l'argent, moi je comprendrais. Mais on parle d'argent quand même. Je sais pas en fait si les gens ils font le parallèle aujourd'hui, on parle d'argent. Donc je sais que
il y a de l'excitation, c'est magnifique la DeFi, etc. Donc on s'amuse un petit peu. Moi je veux bien en fait qu'on s'amuse un petit peu. Mais quand même, ça c'est un scam, d'accord? C'est une arnaque. Je veux dire, un projet qui vous délivre 30 000% par an, à quel moment vous pouvez croire que ça c'est tenable, d'accord? Donc de nouveau, les gros, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils rentrent là-dedans quelques heures, juste quelques heures, avec plusieurs milliers d'Ethers, ils vont se gaver en tokens qui vont ensuite dumper parce qu'ils en ont rien à foutre. Et eux, ils ont compris en fait. Ils ont compris qu'il y avait toute une hype autour de ça, qu'il y a tout un tas en fait de débutants qui vont se laisser aller, qui vont se dire c'est génial, tiens je vais y foutre 1000 € là-dedans, ce qui peut représenter beaucoup pour certaines personnes. Et ils vont se dire 30 000%, c'est génial, je vais récupérer plusieurs dizaines de milliers d'euros sans rien faire, sans risque ni rien, parce que c'est un rendement. Qu'est-ce qu'ils aiment les gens? Ils aiment un rendement qui est affiché. Quand on fait du trading, ou même de l'investissement, on n'a aucune idée en fait du rendement. Alors que là, on vous dit 26 000% par an. Mais c'est génial, allez boum, j'y vais. Vous voyez à quel point est-ce que les gens parfois sont naïfs, c'est un truc de fou. Donc parfois les gens préfèrent mettre leur argent là-dedans parce que le rendement il est marqué, 26 000%, et ils veulent surtout pas faire de trading parce que c'est dangereux, d'accord? Franchement. Donc là j'espère quand même que la plupart d'entre vous ne tombez pas en fait dans le panneau, mais honnêtement, là dans la DeFi, on est en train de partir dans une dérive. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que déjà en fait ça c'est pas soutenable. Premier point. Que les tokens qui sont émis, à mon sens, ne valent absolument rien et ils vont se faire dumper par les gros. Et c'est même déjà arrivé, notamment avec le YAM. Donc le YAM, c'était également un projet de la DeFi, un projet de token élastique. Donc un token élastique c'est quoi? C'est un token qui, comme le Amplefort, c'est un token qui vise à être stable, ce qui marche absolument pas pour l'instant, en ayant une supply, donc un nombre de tokens qui va évoluer en fonction de l'offre et de la demande. C'est l'inverse du Bitcoin. Le Bitcoin, il y a un nombre de Bitcoin qui est fixe, qui est défini avec une inflation qui est contrôlée. Là, le but, c'est avoir un token qui va avoir une inflation qui va évoluer en fonction de l'offre et de la demande, avec une création et une destruction de tokens. Donc le YAM, c'est un token qui est passé en fait de 167 $ à quasiment 0 $ en l'espace de quelques heures à la suite d'un bug dans le smart contract. Donc là, on parle de plus de 500 millions de dollars en plus qui étaient déjà présents en fait dans les contrats et 120 millions de dollars qui ont été rajoutés après que le bug ait été annoncé. Pour vous dire à quel point les gens sont complètement déconnectés, ils ne regardent absolument rien, ils savent même pas en fait ce que c'est que le projet. Et ils vont juste y mettre du pognon. Le Amplefort, même problème, le token il s'est fait dumper, etc. Bon bref, juste pour vous expliquer en fait que tous ces tokens-là partaient du principe que eux ils peuvent retomber à zéro. D'accord? Alors autant le Bitcoin, à mon sens, ne retombera pas à zéro, loin de là. Autant ces shitcoins pareil, ils vont retomber à zéro. D'accord? Donc honnêtement, si vous voulez en profiter, faites-le soit en trading, parce que vous gérez correctement le risque, soit vous voulez farmer, pourquoi pas, mais honnêtement sur du court terme. Vraiment du court terme, privilégiez le court terme, c'est comme les Ponzi. C'est comme sur le BitConnect par exemple. Qui est-ce qui a gagné sur BitConnect? Ceux qui faisaient de l'affiliation et ceux qui ont fait du court terme. Ça veut dire qu'ils ont mis un maximum d'argent pour que leur fonds soit bloqué le moins longtemps possible, pour qu'ils puissent sortir le plus vite possible. Si on n'est pas trop stupide, qu'on n'est pas trop naïf et qu'on est un minimum informé, on sait que ça va pas durer éternellement. On sait que on peut se faire du pognon, clairement, mais honnêtement, il faut maîtriser ces risques et on les maîtrise d'une part en investissant de l'argent qu'on est prêt absolument à perdre et en plus de ça, en limitant le risque en temps, en restant le moins longtemps possible en fait là-dedans, mais suffisamment quand même pour gagner un petit peu. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Donc moi, écoutez, je dis que c'est marrant, effectivement, si on veut s'amuser, c'est plutôt marrant. Moi, je reste loin de tout ça. J'ai testé, ça m'intéresse absolument pas. Pour moi, le trading, c'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus rassurant. Je gère beaucoup mieux mes risques et je préfère trader en fait ces crypto-monnaies-là, qui sont quasiment toutes listées sur les principales plateformes, plutôt que de m'amuser à vouloir les farmer. Voilà, c'est mon choix. Moi, en tout cas, c'est un choix beaucoup plus avisé, beaucoup moins risqué, mais qui, à mon sens, est aussi beaucoup plus intéressant. Après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, j'ai un petit peu dégrossi tout ça. Donc, clairement, on est sur un ICO-like. Et à mon avis, ça va se finir exactement de la même manière. Tous ces projets qui servent absolument à rien, faut pas se leurrer. Ils sont utilisés pourquoi? Parce qu'il y a du rendement. S'il n'y avait pas rendement, personne les utiliserait. Donc, faut quand même pas être naïf par rapport à tout ça. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Donc, passez
un bon dimanche. Si vous voulez débattre de tout ça, c'est comme toujours dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas le petit like pour le soutien. Et quant à nous, bah écoutez, comme toujours, hein, dimanche prochain, même heure pour la prochaine vidéo. Bye bye.